Donc, ce que nous allons faire pour cette séance, c'est la 6e séance. Nous allons commencer par un rappel de ce que nous avons vu la dernière séance, le présentiel, et puis on passera à la continuité de la planification de la production que nous avons déjà commencé. D'accord? Un rappel rapide, et puis on passe à la nouvelle partie. Vous voyez le cours de la 5e séance. Quelqu'un me confirme, s'il vous plaît? Oui, Oui, madame, madame. c'est bon. D'accord. Oui, Sauf madame. quand je fais le cours, on est à 5e séance. D'accord? C'est ça? Ah oui, Aïe, aïe. madame. Ok. Alors, ce que nous avons fait rapidement, ce ne sera pas une reprise de la séance, mais juste pour enregistrer les compétences que vous avez, pour vérifier déjà si vous avez ou pas acquis toutes les compétences nécessaires. Nous avons dit que la planification, c'est l'étape juste après la fonction prévision si on considère une chaîne logistique ou en particulier la logistique interne. La prévision, c'est une variable que nous avons qualifiée de indépendante, c'est-à-dire une variable qui ne dépend pas des ressources de l'entreprise. Il y a des techniques de prévision. Nous avons vu quelques techniques de prévision, comment évaluer, comment choisir, comment vérifier si nous avons bien choisi la technique ou pas, dépendamment de la base de données dont on dispose ou bien de certaines méthodes qualitatives. Le résultat d'une prévision de la demande, c'est un chiffre, c'est une quantité à produire et cette quantité sera considérée comme une variable d'entrée pour la planification qui consiste en gros à un positionnement dans le temps des activités ou des actions de la production pour réaliser cette prévision déjà calculée ou déjà déterminée par n'importe quelle méthode. Donc, on va adapter nos ressources qui peuvent être ressources financières, matériels, c'est-à-dire des outils de production ou bien des ressources humaines, on va déjà vérifier si on peut ou pas réaliser ou exécuter le chiffre déterminé à partir de la technique de prévision choisie ou sélectionnée, et puis essayer de réaliser ce chiffre-là, cette quantité à produire, si on parle bien sûr d'une production manufacturière, de exécuter la production de cette quantité en exploitant nos ressources et éventuellement ajouter d'autres ressources via des heures supplémentaires ou des recrutements ou autres. Donc voilà la planification, c'est considérer les prévisions comme données et exploiter les ressources pour pour un scheduling, si vous voulez, pour un positionnement dans le temps. C'est en gros la définition de la planification. Ce que nous avons vu la séance 5, la dernière semaine, la définition avec les objectifs et les étapes, on va les rappeler rapidement. On a aussi discuté la notion de l'unité équivalente qui est très utilisée pour le calcul pour la détermination des plans de la planification et nous avons détaillé les 3 stratégies de planification utilisées pour les entreprises manufacturières. Pour la définition, nous avons surtout dit que, je vais reprendre un peu ce que j'ai déjà dit, que la planification est un ensemble de plans interdépendants, c'est-à-dire on commence par un niveau sommatif et puis on détaille de plus en plus en gardant les outputs de chaque plan comme input du plan suivant. Donc, nous avons des niveaux de planification. Donc, vous allez voir que ce sont 3 plans interdépendants qui ont pour objectif d'équilibrer entre l'offre ressources et la demande calculée par la prévision à tout point de la chaîne logistique et à tout moment. Nous avons, comme toute autre fonction de cette chaîne-là, 3 niveaux de décision. Le niveau stratégique, le plus loin, si vous voulez, sont les décisions par rapport aux investissements, par rapport aux produits, par rapport, par exemple, à la technique de prévision adoptée, etc. Puis, une fois les décisions stratégiques ont été prises en considération, on passe à un niveau plus fin
qui détaille davantage la planification par un autre plan. On va voir que c'est le PDP, c'est le plan directeur de la production qui consiste par exemple à déterminer le nombre d'employés, si nous avons besoin ou pas de recrutement ou licenciement, à une sous-traitance, si déjà la capacité des équipements est suffisante ou pas, et calculer les coûts de la production. Le niveau opérationnel, ce sont les trois plans. Niveau agrégé pour plan global de la production, plan industriel et commercial. On peut avoir les deux ou l'un peut remplacer l'autre, surtout le PIC peut remplacer le plan global. Les détails du plan global de production au plan industriel et commercial, c'est le PDP, plan directeur de production, qui est un plan plus détaillé et moins sommatif. Et on passe pour le troisième niveau, toujours tactique, pour le calcul de besoins nets, CBN, dans le cadre d'une logique d'MRP, on va la détailler tout de suite. Et le niveau opérationnel, c'est l'ordonnancement que vous allez voir dans le module ordonnancement à la période 4. Donc, pour nous, l'objectif, après avoir défini les notions de base de la planification, c'est d'avoir la méthodologie d'élaboration, des exemples d'élaboration. Ça dépend bien sûr de l'activité, du produit, c'est propre à chaque entreprise, mais il y a des règles générales appliquées pour élaborer le plan global, le PDP, le plan directeur de la production, et le calcul de besoins nets. Plan de charge, on l'appelle parfois le plan de charge. En ce qui concerne l'unité équivalente, nous avons dit que cette notion est utilisée pour simplifier le calcul des besoins pour la planification. C'est-à-dire, on ramène la production de plusieurs articles en une unité qu'on appelle unité équivalente ou unité agrégée pour calculer les besoins et puis on revient à notre production réelle. L'exemple que nous avons traité, c'est un exemple d'atelier qui produit 4 types de meubles, atelier de menuiserie, une menuiserie, qui produit 4 types de mobilier de 4 gammes différentes. Et nous avons discuté comment choisir l'unité équivalente. Vous avez proposé différentes possibilités et nous avons adopté la possibilité de ramener tous les articles à ultramoderne en considérant la ressource proposée, on a une seule ressource proposée, en considérant la quantité minimale recommandée pour la ressource heure personne. Si nous avions d'autres ressources, on pouvait choisir d'autres unités équivalentes. On pouvait par exemple choisir la quantité de matières premières utilisées. L'unité équivalente, c'est la quantité de bois utilisée. Mais là, nous avons une seule information en relation avec les ressources, bien sûr, on a la demande ici. Par rapport à la ressource, nous avons choisi le nombre d'heures minimales, nombre heures personnes ou heures hommes par pièce pour ramener toute la production à cette unité-là. Et pour les calculs, il suffit de considérer, voilà, de calculer ces 1200, par exemple, ces 1200 unités de type contemporain. Si on considère la ressource heure personne, c'est équivalent à combien de 14 heures de travail. Le calcul est simple. Le nombre d'heures totales nécessaires pour le contemporain, c'est 1200 fois 20. Et on divise par l'unité équivalente, on trouve le nombre de pièces équivalentes. Les 20 pièces contemporains, c'est équivalent. Le nombre d'heures personnes nécessaires pour produire 1200 articles contemporains est égal à 1714. De même, le nombre d'heures en unité équivalente nécessaires pour produire 400 ultramodernes, c'est 400 pièces. On a le même, l'unité équivalente. Donc, pour l'avant-gardiste, le nombre d'heures nécessaires pour produire 600 pièces de type avant-gardiste est égal à 18 fois 600. En termes d'unité équivalente en pièces ultramodernes, on divise par 14, on trouve que
ces 600 avant-gardistes sont équivalents à 771 pièces et ainsi de suite. Donc, le nombre total, c'est 3800. C'est comme si nous avons besoin de 3885 pièces ultramodernes. On utilise ce chiffre-là pour calculer, dans notre exemple, le nombre d'heures personnes nécessaires pour le fonctionnement de l'atelier annuellement sur l'année, puisqu'on a des prévisions sur l'année. Et une fois nous avons déterminé la main-d'œuvre, on va affiner davantage la planification et on revient à notre production réelle. Nous avons discuté le cas, et c'est le cas d'ailleurs, si on obtient des virgules ici. J'ai oublié le chiffre que nous avons obtenu réellement. Si on trouve par exemple 3885,2, comment on choisit? Est-ce qu'on choisit la borne supérieure et la borne inférieure? Et là, après discussion, nous avons décidé que la décision ne peut pas être prise directement et nous devons calculer quelle est l'option qui va me coûter le moins cher. Si je choisis la borne inférieure, c'est-à-dire je vais estimer un nombre, dans notre exemple, un nombre d'heures inférieur aux besoins réels et donc je dois envisager des heures supplémentaires ou une sous-traitance. Qu'est-ce que ça va me coûter cette option-là? Combien ça va me coûter cette option-là? Et si je vais choisir la borne sup, donc j'aurai un employé qui sera en sous-charge, c'est-à-dire un employé qui ne sera pas chargé tout le temps et donc j'aurai une disponibilité sans valeur ajoutée, c'est un MUDA aussi, et combien je vais coûter, si par exemple, combien ça va me coûter. Donc si j'ai d'autres tâches à effectuer, je peux affecter cet employé-là, sinon il vaut mieux choisir l'autre option de borne inférieure de la valeur trouvée. Donc, l'idée ici, c'est pas très intéressant parce que quelques heures de plus ou quelques heures de moins, c'est pas très coûteux. Mais réellement, l'idée, c'est de considérer que ne pas prendre une décision avant de calculer le coût de chaque option et choisir théoriquement la moins chère. En ce qui concerne les stratégies de planification, nous avons cité principalement deux stratégies et une stratégie mixte qui est un panachage des deux premières. Une stratégie dite de planification de nivellement au par niveau et une stratégie dite synchrone. La différence, pour le nivellement, ça consiste en une production constante, quelle que soit la demande. La quantité produite, elle est calculée, mais elle est la même. Si on considère un cycle d'une année, par exemple, la production est la même chaque année. On va voir un exemple de calcul de cette quantité-là. Les avantages d'une telle stratégie, c'est d'avoir une production constante et donc les ressources sont les mêmes pour toutes les périodes. Une gestion simple, assez simple, disons, parce qu'il y a toujours des difficultés. C'est une production stable, donc prévisible et facile à gérer. Les inconvénients, c'est le risque, même on est certain d'avoir pour certaines périodes un niveau de stock important, pour d'autres périodes des pénuries de stock, c'est-à-dire avoir une demande qui dépasse la production. Et là aussi, j'ai des coûts. Donc, cette stratégie de nivellement est considérée comme coûteuse de point de vue gestion de stock, que ce soit stock excessif, stock important ou pénurie, ou situation de pénurie ou de rupture de stock. Un schéma qui illustre cette production ou cette planification par nivellement est la suivante. La courbe rose représente la production, elle est stable, quelle que soit la demande représentée en bleu. Donc, la demande, elle est représentée en bleu. Vous voyez qu'elle est variable autour de la valeur de production et la courbe verte ici, ça représente les stocks. Et vous pouvez très bien remarquer, et c'est logique, que le niveau de stock évolue inversement à la demande. C'est-à-dire, si j'ai une demande très inférieure à la production fixée, j'aurai un stock important. Le cas inverse, si j'ai une demande qui est bien, la demande, si j'ai une demande qui dépasse
la production. Ici, la courbe bleue, elle est au-dessus de la courbe rose. J'aurai des stocks assez importants et les valeurs de stock dépendent bien évidemment de la quantité demandée, les prévisions, les demandes confirmées par les clients. Et donc, les coûts, d'où est-ce que j'ai un coût excessif? Dans ce cas-là, par exemple, coût de stockage, dans ce cas, le coût de rupture de stock. Si j'ai le coût de stockage de l'unité ou d'un lot, je peux calculer le coût de stockage. Si j'ai le coût de pénurie ou de rupture de stock unitaire ou de rupture de stock par lot, je peux calculer aussi le coût de rupture de stock. Si on nous demande de calculer le coût de stockage, ça sera la somme de coûts de surstock et de pénurie. L'exemple que nous avons traité est le suivant. Nous avons traité cet exemple par un calcul sur Excel. Vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. D'accord? D'accord. Donc, l'idée était de considérer les mêmes données pour les deux stratégies par nivellement que nous sommes en train de traiter et la stratégie synchrone, par planification synchrone. Et nous avons les mêmes données. On a une demande de variable qui peut être déterminée par n'importe quelle méthode de prévision, par exemple. On dit un stock initial de 1300 unités équivalentes. On s'en fout comment les responsables ont calculé cette unité équivalente, mais il faut se rappeler que cette notion est utilisée pour calculer les données de ce plan-là. Et on a commencé avec un nombre d'employés égal à 125 employés. Les décideurs, le responsable production par exemple, a besoin d'un stock de 2000 pièces au début du cycle prochain. Donc, c'est comme si j'ai une demande supplémentaire pour le mois 12, pour le dernier mois de cette période-là. Et là, nous avons le nombre d'heures de travail par employé. Vous avez l'unité ici qui est égale à, par employé par an, bien évidemment, qui est égale à 160 heures. Et on va garder cette notation. Les valeurs en jaune sont les données. On va commencer par calculer la production mensuelle et vous pouvez remarquer ici que nous avons toujours la même quantité de production. Comment nous avons calculé cette quantité? C'est la somme des demandes de clients plus cette commande qu'on peut considérer comme commande supplémentaire de stock à la fin de la période 12, du mois 12 dans ce cas. Nous avons une quantité initiale ici égale à 1300. On considère que nous avons déjà produit cette quantité-là, puisque ça existe en stock et on doit la consommer. Et on fait la somme, si on met ici, voilà, si je mets le curseur ici, vous pouvez remarquer que la valeur de production qui est 23 225 unités, c'est calculé comme étant c'est la somme de toute la demande de client moins la quantité disponible en stock, c'est le rouge ici, plus la quantité dont nous avons besoin à la fin de la période 12 pour être le niveau de stock au début du cycle prochain, et divisé par le nombre de périodes qui est égal à 12. Voilà pour la production mensuelle pour toutes les périodes. Et puisqu'on a un nivellement, donc nous aurons la même valeur pour chaque mois. Puis on a passé pour calculer le nombre d'employés nécessaires. Il suffit de diviser la production nécessaire par le nombre d'heures par employé. Nous avons trouvé 145,156 et nous avons discuté pourquoi on prend la borne inférieure et on considère les chiffres après le virgule comme étant des besoins suppléments en employés. Donc, comment on peut lire cette valeur de 0,156? C'est un supplément équivalent employé, c'est-à-dire un besoin d'équivalent employé. Chaque mois, j'ai besoin de l'équivalent de 0,156 employés. Et par la suite, nous avons calculé
la dernière ligne ici, on multiplie ce 0,156 employés, équivalent employés par 160, on trouve le nombre d'heures supplémentaires. Nous avons bien discuté ces équations-là. On revient vers le calcul de stock. Donc, on a calculé le nombre d'employés nécessaires, l'équivalent employé supplémentaire et puis le nombre d'heures supplémentaires nécessaires. Je vais faire ça pour suivre. Et pour la ligne en bleu, on a calculé quoi? Pour la ligne en bleu, nous avons calculé la quantité en stock. Comment on calcule la quantité en stock? Le stock, où est-ce qu'elle est la formule? Voilà, le stock a une période I, la période 5 par exemple, c'est le stock de la période 4 plus la production de la période 5 moins la demande de la période 5. Donc, si je mets le curseur ici, vous allez trouver que cette valeur de la période 5, c'est égal au stock de la période 4 plus la production de la période 5 moins la demande de la période 5 et c'est logique. Vous pouvez remarquer que nous avons un stock variable. C'est par définition la planification par nivellement. On peut trouver des valeurs négatives, voire très négatives. Donc, j'ai un coût de pénurie très important. Et par exemple, ici, par rapport au mois 9 et 10, on dit 8325 de plus, unité de plus, c'est-à-dire unité à stocker, un coût de stockage par la suite pour le mois 9. Et juste après, pour le mois 10, j'ai moins 8450. Donc, ces 2 mois vont être très coûteux si on veut considérer le coût de stockage. Si nous avons quelque chose à faire, une intervention, des heures supplémentaires pour le mois 9 ou bien une prévision pour les mois avant, pour les mois à partir de 5 par exemple, il faut le faire parce que là, si on va calculer le coût de stockage, ça va être très, très élevé. D'accord? Pour le calcul de la quantité stockée, toujours, on peut calculer le coût de tous les paramètres. Il suffit d'avoir le coût unitaire pour chaque paramètre. On ne va pas s'intéresser au coût parce que notre objectif, c'est de calculer les paramètres de planification. Puis, on est passé au calcul de l'embauche et de mise à pied ou à la licenciement. On peut appeler mise à pied ou bien licenciement. Et là, j'insiste sur le fait que licenciement ne veut pas dire que l'employé ne fait plus partie de l'entreprise. Il peut très bien être appelé pour d'autres missions, mais il ne travaille plus sur ce projet, sur la production du produit dont nous sommes en train d'étudier. D'accord? Donc, pour l'embauche, c'est logique. J'ai commencé le mois de janvier avec 125 employés et j'ai besoin de 145. Donc, je suis obligée de recruter 20 puisque nous avons un nombre d'employés constant pour le niveau, pour toutes les périodes. Donc, on va avoir une valeur égale à 0 pour le recrutement des mois suivants jusqu'au mois 12. De même, nous n'avons pas besoin de licenciement et donc, nous aurons une valeur égale à 0 pour le licenciement. Voilà pour la planification par nivellement. D'accord? Des questions? Non? D'accord? On passe pour la stratégie synchrone. La stratégie synchrone, inversement à la planification par nivellement, on a des ressources très variables. Par définition, toujours la courbe rose, c'est la production, la courbe bleue, c'est la demande, et vous pouvez remarquer que les deux courbes sont confondues. Avec Alej, déjà, on l'appelle synchrone. Et nous avons toujours un stock égal à 0, sauf pour des périodes aux extrémités qu'on va discuter tout de suite. Donc, l'avantage de ces deux stratégies synchrones, c'est un zéro stock, zéro coût de stockage, et nous n'avons même pas besoin d'avoir recours au stockage. L'inconvénient,
c'est la complexité de la gestion, parce que nous aurons toujours des ressources à calculer, et le coût de l'implantation. Nous devons envisager que nous aurons toujours des licenciements de mise à pied, nous aurons toujours besoin de recrutement et éventuellement de ressources matérielles supplémentaires ou inversement, d'avoir de ressources disponibles, c'est-à-dire des ressources non exploitées. Et ce sont des mudas. Donc, la planification sera plus compliquée, mais en contrepartie, plus flexible, coûteuse, nécessite des compétences pour l'implantation et la gestion, mais c'est une stratégie qui est généralement peu coûteuse en mode de gestion. C'est-à-dire, elle est coûteuse pour l'implantation, mais elle est moins coûteuse pour la gestion, plus compliquée et moins coûteuse pour la gestion. Les mêmes données, nous avons traité les mêmes données pour la stratégie synchrone. Les données sont les mêmes, des demandes, les mêmes valeurs, les mêmes demandes, les mêmes exigences pour la fin de période, les mêmes données pour les débuts pour le début de la période 1 avec 1300 unités en stock et 125 employés. Et nous allons commencer par calculer le niveau de stock et la production par période. Donc, pour le niveau de stock, c'est évident que ça doit être égal à 0 parce que c'est par définition la méthode de planification synchrone. Pourquoi ici nous avons un stock différent de 0? Parce que la demande du chef de production ou de l'atelier production a décidé d'avoir 2000 pièces en stock à la fin de la période 12 pour être au début de la période 13 ou au début du nouveau cycle. Et donc, ici, nous aurons 2000 pièces, mais c'est pas un muda parce que c'est demandé par le client qui est à notre atelier ou à notre responsable de l'entreprise. Donc, par définition, le stock, il est égal à 0 par définition de la méthode. Pour la production maintenant, la production, elle est toujours égale à la demande pour être synchrone, sauf pour les périodes extrêmes, c'est-à-dire la première et la dernière période. Et pour la dernière période, s'il n'y a pas exigence d'avoir un stock supplémentaire, ça va être égal à la demande aussi. Pour la première période, pourquoi c'est pas exactement égal à la demande? Parce que nous devons prendre en considération le stock initial. Et donc, cette demande-là, c'est égal. Cette production-là, elle est égale à la demande de client moins le stock disponible. Si nous n'avions pas de stock, كانت تكون égale pour les autres périodes, exactement égale à la production. Et ici, les 18 000, c'est égal à 16 000 plus 2 000. 16 000 qui est la demande de client plus 2 000 qui est la commande fictive pour avoir un stock au début de la période suivante. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Pour le calcul des employés, vous pouvez remarquer déjà que le nombre de recrutements est très variable chaque mois. Comment on calcule ce nombre-là? Nous avons commencé par 125 employés et le besoin en employés est le même. On va diviser la production par 160 parce qu'on a gardé les mêmes données. Et là, on trouve 54,375. J'ai besoin de 54 employés. Pour la période d'après, indice 54, j'ai besoin de 50. Pour la période 3, j'ai besoin de 81 et j'ai 50. Donc, on doit calculer simultanément les embauches et les licenciements ici. Embauche et licenciement. Donc, on commence par pour l'embauche. J'ai 125 employés et j'ai besoin de 54. Est-ce que j'ai besoin d'embaucher? Bien sûr que non. Déjà, Andy annexé que je vais considérer comme des licenciements. D'accord? On a juste les détails de calcul sur Excel. Mais nahna, qui fait sur notre VC71, c'est 125 moins 54. Bah, Andy 54 et j'ai besoin de 50. Donc, je dois licencier 4. Je rappelle que licenciement ne veut pas dire que l'employé est viré, ne fait plus partie de l'entreprise, ne fait plus partie de l'équipe de travail sur ce produit-là et pour cette période-là. بعد عندي
un besoin de 81 employés, j'ai 50, donc je dois recruter 31. J'ai 81, j'ai besoin de 162, je dois recruter 81. J'ai besoin, par exemple, pour la période 10, pour la période 12, j'ai besoin de 112, j'ai de 112, c'est 18 000 divisé par 160. J'ai besoin de 112 employés, ou on dit 125 employés. Je vais embaucher, non, je vais licencier 13, qui est égal à 125 moins 12. Si je veux calculer le coût de la main-d'œuvre ici, en plus des salaires, je dois calculer 71 fois le coût d'un licenciement, plus 4 fois le coût fois 4 fois le coût d'un licenciement, plus 31 fois le coût d'embauche, plus 81 fois le coût d'embauche d'un employé, et on fait la somme. Pour les heures supplémentaires, comme pour le niveau de nivellement, c'est la planification par nivellement, c'est le même principe de calcul. On multiplie le supplément, l'équivalent de supplément employé par 160. On trouve le nombre d'heures supplémentaires. Si nous devons calculer le coût des heures supplémentaires, et dans le coût horaire d'une heure supplémentaire, je vais multiplier la somme de cette colonne-là par le coût unitaire d'une heure supplémentaire. L'exemple, ce n'est qu'un exemple. Donc, ce que vous devez faire, vous devez comprendre les données dont vous disposez, on va adapter selon la logique, selon ce que nous avons vu ici comme exemple, les calculs que vous devez faire. Là, si je vous pose la question, qu'est-ce que ça va me coûter cette planification par nivellement et qu'est-ce que ça va me coûter la planification par nivellement et la planification synchrone. Comment vous allez procéder? Vous allez faire chaque stratégie à part. Pour la stratégie synchrone, par exemple, je vois le coût total de cette stratégie synchrone. Déjà, le coût de stockage égal à 2000 fois le coût de stockage unitaire. Salaire employé. Coût d'embauche, c'est le nombre d'embauches annuel multiplié par le coût d'embauche d'un seul employé, de même pour le licenciement mis à pied et les heures supplémentaires. On fait la somme, on calcule qu'est-ce que ça va nous coûter. Si on a bien sûr des surcharges, on va les considérer et on va considérer que c'est le coût si on va considérer ou si on va adopter une planification synchrone. De même, si on va adopter une planification par nivellement, quel sera le coût? On le calcule de la même manière en considérant bien sûr les données de ce tableau-là. Pour prendre une décision, on doit comparer les coûts. Il n'y a pas que le coût pour prendre une décision, mais c'est un des outils d'aide à la décision. Et là, je reviens vers cette expression clé pour toute gestion de production ou autre. L'aide à la décision. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont ça peut être au cours de l'exercice, mais le plus important, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision, que ce soit prévision, planification ou même ordonnancement, avant la production, pour étudier les scénarios possibles et choisir le scénario qui me va le mieux. Donc, l'aîné, je peux simuler. Donc, au lieu de 160 heures, vous allez augmenter votre travail de 165. Et là, je peux simuler qu'est-ce que ça va se passer si les employés vont travailler 165 heures par mois. 5 heures par mois, c'est gratuit. C'est quelques minutes par jour. Donc, ça ne va pas être payé. Et comment ça va évoluer les chiffres. De même, par exemple, si j'élimine cette condition de 2000 pièces à la fin, comment ça va évoluer le coût? Une équation de coût égale à un tableau où il y a les coûts unitaires et on fait la somme. Et on peut simuler jusqu'à trouver le scénario qui nous va le mieux. D'accord? Il n'y a pas que le coût, mais le coût, il est déterministe pour prendre une décision pour la production. Je profite pour vous rappeler que vous devez exécuter les calculs à la main, s'il vous plaît, parce que l'examen sera sur papier. Ce n'est pas un examen TP. Donc, je vous conseille de reprendre ces calculs-là
Voilà, un autre exemple pour reprendre les calculs, mais le principe il est le même, et de refaire ces calculs-là à la main pour comprendre la notion réellement de quoi il s'agit. La notion que ce soit ici des différentes stratégies ou autres, même pour la prévision. Et je profite par l'occasion. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui, madame. Merci. Pour la troisième stratégie de planification, c'est la stratégie mixte, c'est-à-dire que pour certaines périodes, on va adopter une planification par nivellement, pour d'autres, une planification synchrone. C'est par exemple le mode ou la stratégie utilisée lorsque nous avons une production, une demande saisonnière. Lorsque nous avons une demande saisonnière, le plus souvent, on adopte une stratégie mixte, c'est-à-dire une stratégie par nivellement pour des périodes et et une stratégie synchrone pour d'autres périodes. D'accord? Donc, c'est un rappel un peu détaillé pour l'enregistrement, selon votre demande. On a perdu un peu de temps, mais on va se rattraper. On va continuer toujours avec la planification et nous allons commencer l'élaboration des plans. Une fois nous avons choisi la stratégie, nous avons défini les ressources, on peut commencer l'élaboration de plans. Mais avant ça, on doit définir qu'est-ce qu'on va planifier. À part la stratégie, une dimension pour une fonction planification. Nous avons aussi discuté ça. On dit une dimension temporelle. On l'a discuté, je vais vous la rappeler, et une dimension sur le niveau d'agrégation, de même, on a discuté ça. Donc, pour le temporel, je vais dire un trois variables temporelles. Le cycle, dans l'exemple que nous étions en train de traiter, c'est l'année. Nous avons la période, dans l'exemple, la période est le mois, et nous avons la fréquence de mise à jour de cette planification. Je reviens vers la notion de l'outil d'aide à la décision pour dire que si j'ai décidé quelque chose, ce n'est pas jusqu'à la fin de mon exercice. Je peux toujours mettre à jour les décisions et les calculs. Si, par exemple, les coûts changent, je dois mettre à jour ma planification. Si la demande change, je dois mettre à jour ma planification. Si mes équipements évoluent dans le sens positif ou négatif, je dois mettre à jour ma planification. Ce sont les données qui définissent la fréquence de mise à jour. Donc, l'horizon, le cycle, la période, les graduations et la fréquence de mise à jour. Pour le niveau d'agrégation, si je suis en train de manipuler une famille de produits ou des unités équivalentes, si je suis en train de manipuler des produits finis, là, je peux aller pour un niveau de détail jusqu'aux composants et matières premières. Donc, la note en le composant au article, on parle d'ordre d'approvisionnement ou d'achat. Le niveau d'agrégation, la fréquence de mise à jour, l'horizon et la période dépend, comme toute autre décision, de l'activité, du secteur d'activité, bien sûr, de la technique utilisée pour la planification, pour la prévision, si j'ai un flux tiré ou un flux poussé, si je suis sur le marché local ou marché international, si j'ai un transport maritime ou un transport aérien. Donc, il y a donc ma colonne des données qui influe la planification et toute autre fonction, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction planification. Les plans que nous allons élaborer vont être dans le cadre d'une méthodologie de planification. C'est la méthodologie la plus utilisée de planification pour un certain type de production. Pour d'autres productions, il y a d'autres méthodes utilisées, mais pour nous, on va considérer la méthode MRP. Les abréviations utilisées sont devant vous, mais l'abréviation la plus utilisée, c'est Manufacturing Resource Planning. D'accord? Pour cette méthode, il y a ce qu'on appelle le principe d'Orlicki qui fait la différence entre variables dépendantes et variables indépendantes. Je vous rappelle que variables indépendantes, pour nous, ce sont les prévisions parce que ça ne dépend que de variables externes qui est la demande client, des prévisions de la demande client indépendamment de mes ressources. Les variables ou les besoins indépendantes,
Les besoins dépendants et les variables dépendantes, ce sont les ressources internes à l'entreprise. Et donc, on va adapter ces besoins dépendants, ces ressources, on va calculer, on va planifier et programmer ces ressources pour satisfaire, pour vérifier déjà si je peux satisfaire ou pas cette variable ou ce besoin indépendant. Sinon, comment je procède pour réaliser ou pour exécuter, pour satisfaire ce besoin. Le principe d'Orliki, c'est à savoir, mais c'est pas à apprendre, c'est pas grave. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un besoin dépendant, un besoin indépendant. Les besoins indépendants ou variables indépendantes, on a les besoins clients externes qui nous dépendent que de variables externes. Les besoins dépendants, on a les besoins internes de l'entreprise. Par exemple, un besoin en matière première stocké en magasin, c'est un besoin dépendant. Et on appelle ça, il y a d'autres données pour le principe d'Orliki, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la définition de ces deux besoins. La logique de l'MRP, c'est de répondre à 4 questions principales. Qu'est-ce que je vais produire en termes de qualité et quantité? C'est quoi l'article que je vais produire et en quelle quantité? De quoi est-ce que j'ai besoin pour fabriquer? Et là, on parle de besoins indépendants pour la définition de ce que je vais définir et de besoins dépendants pour calculer mes besoins en interne pour la production. La troisième question, de quoi est-ce que je dispose? Est-ce que j'ai vraiment les ressources nécessaires pour produire? Donc, confronter mes ressources disponibles par rapport aux besoins dépendants pour répondre aux besoins indépendants. Et la quatrième question, si oui, comment je vais procéder? Sinon, comment je vais procéder? Donc, il y a la logique de l'MRP. On dit un besoin, je calcule les ressources nécessaires pour ce besoin indépendamment de mes ressources à moi. Je confronte ces besoins à ma disponibilité, à mes ressources disponibles et décider. La situation écrite devant moi et je décide comment je vais procéder pour exécuter. Si tout va bien, comment je vais allouer ces ressources pour répondre aux besoins. Sinon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin-là. Et donc, l'objectif d'un calcul MRP, c'est de répondre à la question. Les ressources dont nous avons besoin, la quantité de ressources dont j'ai besoin et pour quelle date. Parce que le calcul MRP se fait par article. C'est-à-dire la première question ici se fait une seule fois. On dit un article, je décide cet article-là et puis je vais raisonner par rapport à cet article-là. On dit une variable fixe et je vais exploiter cette variable-là pour définir mes ressources en termes de qualité et quantité, c'est-à-dire je nomme les ressources et en quelle quantité et pour quelle date. C'est la logique et l'objectif de la méthode MRP. MRP. Mais si vous allez chercher, voilà, si vous allez avoir des projets de fin d'études, vous allez travailler, vous allez trouver un MRP2. L'MRP2, c'est une version, c'est la dernière version utilisée pour le calcul des besoins dans une entreprise. Qui fait cette évolution-là rapidement pour comprendre la logique de la méthode. C'est pas un historique pour comprendre la logique des calculs. اللي هما احنا بنشوفوا MRP 0 1 2 3 مش 1 2 3 0 1 2 عندنا 3 MRP ولاو كلهم اسمهم MRP2. Le premier niveau c'est MRP0, le deuxième niveau c'est MRP1, le troisième niveau c'est MRP2. Donc on va faire un calcul de niveau MRP2, implicitement on va faire les deux autres niveaux précédents. Je m'explique. Au début, dans l'année 65, l'MRP était quoi? C'était MRP0 implicitement et c'était une réponse, c'était l'élaboration d'un plan pour répondre aux questions. Quel produit je vais avoir, je vais produire quel article, avec quelle quantité et pour quelle date. C'était l'unique objectif de l'MRP. Et puis, depuis les années 70, en plus de ces 3 questions,
il fallait se poser deux autres questions. Est-ce que j'ai la capacité pour répondre à ce besoin? Et est-ce que je peux respecter les délais déjà définis? Pour la deuxième question ici. Et donc, nous avons toujours besoin de l'MRP0, mais on va enrichir les informations par une confrontation des réponses aux questions de l'éventuel MRP0. MRP0, ou les 5 questions s'appellent MRP1. Et est-ce que mes délais à moi, les ressources dont je dispose peuvent répondre, peuvent être synchrones avec la question 2, 5, est-ce que c'est synchrone, est-ce que c'est adéquat pour les besoins? Est-ce que mes ressources en termes de temps conviennent aux demandes ou aux besoins par rapport au délai? Donc, voilà, on dit un MRP1 avec 5 questions. Et pour l'MRP2, en plus de ces 5 questions, on va définir des priorités et calculer un coût. Pourquoi cette évolution en fait? Mais lorsque c'était MRP0, je m'en dis. On dit une demande qui dépasse l'offre. Donc, je serai toujours disponible et il sera toujours possible de satisfaire le client. Pour la partie rouge, MRP0 ici, on dit un client qui demande 1000 pièces. Et là, je produis 500. Donc, toutes ces pièces vont être vendues, quelles que soient mes ressources. Donc, je maximise la production et ça va être vendu. Puisque la concurrence, la même évolution que vous avez déjà discuté sur supply chain, la ligne, la qualité, ou tout autre module, l'évolution a fait en sorte que je peux ne pas satisfaire ce client-là en termes de ressources matérielles et ressources humaines disponibles, là, en termes de délai. Et donc, il y avait un besoin pour vérifier cette capacité de satisfaire les besoins. En bas, il y avait un souci de coût avec l'objectif d'élimination des médas et un objectif de priorité parce que il y avait la diversité, une diversité très importante d'articles et donc je dois décider par rapport aux priorités, c'est-à-dire deux articles qui ont besoin d'une même ressource, comment choisir? C'est la définition, c'est une variante de la définition des priorités. Ça peut être le coût, ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple un client qui doit être satisfait, il doit toujours être content parce qu'il achète continuellement voilà, avec des grandes quantités. C'est un client fidèle, par exemple, voilà, c'est pour l'export ou autre. D'accord? Donc, dorénavant, on va parler de MRP2 et on va considérer que nous devons répondre à toutes ces questions, c'est-à-dire les besoins indépendants, savoir mes ressources et calculer mes priorités et mes coûts. Nous avons déjà discuté la nomenclature et nous avons dit qu'il s'agit d'un éclatement, éclater un produit fini. Dans l'exemple là, on a un vélo et nous avons éclaté ce vélo-là en nomenclature. Comment lire cette nomenclature rapidement? Un dit le niveau 0, c'est le produit fini. Le niveau 1, les différents sous-produits, si vous voulez, ou produits semi-finis avec les quantités nécessaires. Comment on va lire ça? Pour fabriquer un vélo, j'ai besoin de 2 roues. D'accord? Si je descends pour le niveau 2, pour produire un pédalier, j'ai besoin de 2 pédales. On oublie le vélo, c'est-à-dire chaque niveau I ne considère que le niveau I-1 juste avant. Pour produire un vélo pour le moment, je dis pour produire un pédalier, j'ai besoin de 2 pédales. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un niveau de détail qui fait, je définis ce niveau de détail, ça dépend de la production adoptée. Ce sont des ordres d'approvisionnement. Dans le dernier niveau, généralement, ce sont des ordres, il y a des ordres de fabrication qui vont être directement lancés ou bien des ordres d'approvisionnement. Donc, si je vous pose la question de combien de pédales j'ai besoin pour produire 10 vélos?
qu'est-ce que vous allez répondre? 20. 20. Qui fait 20? C'est 10 fois 1 fois 2. Donc, il faut aller de niveau à niveau. Hein, il faut faire attention là. Et ce même principe est appliqué pour tous les produits. Le dernier niveau de calcul, on va l'appeler calcul de besoin net. Le premier niveau de détermination de nombre de vélos qu'on va calculer, on va l'appeler un plan global de production ou bien plan industriel et commercial. Le plan directeur de production au PDP, ce sont les niveaux intermédiaires. On va voir comment procéder pour calculer les besoins pour ces trois plans. Donc, niveau 0, plan industriel et commercial ou plan global de production. Les niveaux intermédiaires, c'est un plan directeur de production. Le dernier niveau, pour les tubes ici et les pédales, c'est le calcul de besoins nets. Et ces trois plans, le colonne des plans, ces trois plans sont inclus dans les calculs MRP2. D'accord? Pour calculer le besoin net, on a calcul de besoin net, c'est le dernier niveau, l'objectif final, enfin, en fait. Et je fais tout pour déterminer qu'est-ce que j'ai comme ordre d'approvisionnement, qu'est-ce que j'ai comme ordre de fabrication. Ce calcul de besoin net dépend en plus de la nomenclature du PDP, le plan juste au-dessus. J'ai besoin de données de planification, par exemple, les temps de cycle, un temps de cycle, les délais des fournisseurs, j'ai besoin des quantités en stock. Toutes ces variables toutes ces données sont fluctuantes, sont variables. Par exemple, je crois que la nomenclature, elle est fixe. Oui, elle est fixe, mais je peux très bien fabriquer un produit semi-fini qui a été où j'ai décidé de le fabriquer. Donc, toutes les données sont une nervosité et ça influe sur le calcul de besoin net. Pourquoi mettre l'accent sur la nervosité ou la variabilité des calculs de besoin net? Moi, pour dire que les calculs ne sont pas fiables, mais pour dire que ce sont des calculs qui doivent être mis à jour continuellement. Lorsque j'ai une variable, je dois mettre à jour mes calculs de besoin net. Et je vous rappelle, le calcul de besoin net, l'objectif de l'MRP, et le résultat, c'est, on va rappeler ça, mais juste pour insister, l'objectif, c'est des ordres d'approvisionnement et des ordres de fabrication. On commence les calculs proprement dit. L'MRP1, je me fais bien MRP1 ou MRP2. Je connais de FACA. Qu'est-ce qu'on ajoute pour la MRP2? On ajoute les calculs des priorités, voilà, la définition des priorités et les calculs de coûts. Donc, là, on la MRP1 juste parce que je ne vais pas prendre en considération les coûts. Mais c'est le même principe et les mêmes calculs. L'objectif, c'est quoi? C'est d'établir un programme de production. C'est-à-dire, chaque période, je nomme les ressources dont j'ai besoin et avec quelle quantité et pour quelle date. On peut appeler ça un plan de charge. L'objectif primordial, c'est de déterminer ce qu'on appelle un besoin net. Tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question, si j'ai besoin de 10 vélos, l'information 10 vélos n'est pas complète. Je dois préciser s'il s'agit de 10 vélos nets ou 10 vélos bruts. La différence, brut, c'est la demande. J'ai une demande du client, voilà, j'ai calculé des prévisions, et j'ai besoin de 10 vélos. C'est un besoin brut, c'est-à-dire une information indépendante, sans prendre en considération mes ressources. Pour calculer un besoin net, c'est-à-dire quoi, besoin net? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais produire réellement? Pour la production, on a soustrait les quantités initiales de stock. Le besoin du mois de janvier, c'est un besoin brut. Lorsque j'ai supprimé les quantités stockées, j'ai calculé un besoin net. Donc, un besoin net, il est calculé, le besoin net, il est calculé en considérant les besoins bruts, moins les stocks disponibles, c'est clair, moins ce qu'on appelle en cours de fabrication
et en cours de commande. C'est-à-dire quoi? En cours de fabrication, c'est-à-dire un article A, j'ai déjà lancé une quantité de cet article-là avant la réception de ce besoin brut. Donc, je vais ici, réellement, la fabrication sera terminée, bien évidemment, et les quantités produites seront en stock. Donc, ils vont être considérés comme des stocks. Et donc, on va soustraire cette quantité aussi du besoin brut pour ne pas produire une quantité qui dépasse mes besoins. De même pour les commandes. La différence, elle est pour les encours de fabrication, sont des encours qui sont en train d'être fabriqués. Les encours de commande, ce sont des commandes qui ont été lancées auprès de fournisseurs. Dans l'exemple le plus général, je peux fabriquer et acheter le même produit. Et donc, le besoin net, en résumé, se calcule par la valeur de besoin brut qui est le besoin client indépendamment de mes ressources, moins stock disponible, moins en cours de fabrication, moins en cours de commande. Si vous avez d'autres données à considérer, vous les considérez. Donc, l'idée, c'est quoi? D'être le besoin brut et vous enlevez les quantités dont vous disposez sous n'importe quelle forme, du même produit, bien évidemment. Le besoin net. On va considérer un exemple. L'exemple, c'est je vais pas préciser, un article A, où on dit un besoin commercial, alors tant que le commercial, c'est un besoin brut. D'accord? Donc, nous allons calculer les besoins nets des composants d'un article A et le besoin brut initial de cet article A est égal à 100. Et nous avons une nomenclature. La nomenclature, elle est décrite ici. Donc, pour produire une unité de A, j'ai besoin de 2 unités de B et 3 unités de C. C'est le niveau 1. Pour produire une unité de B, wahda bark, j'ai besoin de 4D et 2E. Pour produire un C, j'ai besoin de un F, un G et 2 H. Les besoins bruts d'un niveau I est calculé à partir de besoins nets du niveau supérieur. C'est-à-dire, pour calculer les besoins nets de D, les besoins bruts de D, pour calculer les besoins bruts de D, je dois considérer les besoins nets de B. Pour calculer les besoins bruts de B, je dois calculer les besoins nets de A. D'accord? Voilà ce que j'étais en train d'expliquer. Et donc, pour calculer ces besoins nets, ces besoins bruts, le besoin brut de A est égal à 100, c'est une donnée. Pour calculer ces besoins nets, nous avons besoin de données. Je nomme ces données-là. Ce sont les stocks disponibles, on dit 15 pièces de A, 5 pièces de B, etc. J'ai des encours de fabrication, des encours de commande et j'ai, dans cet exemple, par exemple, j'ai un stock affecté. C'est-à-dire quoi un stock affecté? C'est-à-dire que D, l'article D, a 75 pièces en stock et j'ai 30 pièces affectées. C'est-à-dire comme si réellement j'ai 45 pièces en stock que je peux exploiter. Les 75 pièces disponibles réellement ne sont pas à 100% disponibles. En femme à quelqu'un qui a déjà réservé 30 pièces. Donc, lorsque vous avez un stock affecté, vous faites la soustraction de la quantité affectée du stock disponible. On va voir comment exploiter ça. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'explication de l'exercice est claire? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. D'accord. Alors, on va résoudre cet exercice-là. Comment on va résoudre ça? On va calculer les besoins en produits. D'accord? باش نبداو بالنيفو le plus haut ou le niveau le plus bas, logiquement. Niveau le plus haut ou le niveau le plus bas? احنا قلنا le besoin net du niveau 2,
Le besoin brut du niveau 2, on va le calculer à partir de besoin net du niveau 1. Le besoin Donc, brut madame, du nous niveau devons le four normalement. four. Très bien. Donc, je n'abda l'article A. Je n'ai le besoin de l'article A. C'est besoin brut de l'article A. C'est 100 pièces. Stock disponible de A. 15. En cours de fabrication de A. 0. 0. Pardon. 0. 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, besoin net, 0. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Oui, madame. Je n'ai pas d'encours de fabrication, je n'ai pas d'encours commande. Le besoin net égal à combien? Besoin brut moins stock disponible 85. 85. D'accord? Et ce besoin net-là va être utilisé pour calculer le besoin brut de B. Donc, le B, pour produire un A, j'ai besoin de 2B. Donc, le besoin brut de B à partir de besoin net de A sera égal à combien? 170. كيفاش قيناها؟ البزوان النت متاع يعني 2 بي من البزوان النت متاع الأ. Très bien. Pour C. 3 Très fois bien. Pas le besoin net de A. Très bien. Pour le stock disponible, قدش عندي من B عندي 5B et 0C. Pour les encours de fabrication, 0, 0. Pour les encours de commande, les advance, c'est heavy. تتبعوا معايا عاد الأولاد شنو تاو؟ ناخذوا البي وحدها هاي مش لازم هذا. البي قداش عندي ستوك؟ 5. En cours de fabrication 0, en cours de commande 0. Donc besoin net 70 moins 5. Pour C, قداش عندي ستوك؟ 0 stock. 20 en cours de fabrication et 0 0 en cours commande. de production. Donc قداش حاجتي net besoin brut moins Moins 20. moins 20. D'accord. أي pour D واحد يعطيني D الكل. قداش البزوان net de D؟ 300. أعطيني كيفاش ولدي؟ 4 fois 75. 4 fois شنو هي 75. 75؟ شنو هي 75 هذي؟ ستوك. بزوان النت تاع البي. البزوان نت دو بي يلزمنا ناخذوا 4 فوا البزوان نت دو بي. وي. داكوغ؟ دونك هنا قداش عندي ستوك ديسپونيبل دو دي؟ 75. Vous êtes sûr؟ كهو؟ والبي قبلها. لا احنا كي نقولوا دي كي نقولوا ستوك دو دي ما نجم نقول كانت دي. شنو عندي en plus de ça pour دي؟ J'ai ce qu'on appelle un stock affecté. Donc شنو نعمل له ستوك افكتي هذا؟ كأنه n'existe pas. Très bien. Moins 30. Donc, comme si j'ai 45D. D'accord? Andi 0 en cours fabrication et 0, et 0 en cours commande. Donc, قداش عندي un besoin net de D moins 45. D'accord? Et pour شكون يقول لي؟ الروحية 2 فوا بزوان النت نتاع البي. غادي نتبعوها. بي 20 20 moins 10 خاطر عندي stock affecté. عندي 0 fabrication. أي 180. 180. Donc, juste, il suffit de bien suivre la logique, là. Et besoin brut, moins 330 moins 20. Et normalement, moins les 3, puisque on a 0. D'accord? Et on continue pour le reste. Pour F, G, H. Juste, je vérifie si nous avons fait un. Voilà, c'est ça. Donc, je continue à la fin de le principe.
Je continue. مدام لا Égal. جست الأخرى في الأو في الأو أيوه. البزوان نت مش البزوان بغيت مع هي besoin brut أغزل هي besoin brut moins stock disponible moins en cours de fabrication moins en cours de commande. Voilà, d'accord. فهمت؟ معني احنا نورمالمون نعملوا الموا الكل مي هنايا ما حطيناهاش جوست خاطرها زيرو. مي rigoureusement on doit écrire l'équation. نكملوا الاف égal f 660. لا اعطيني كيفاش نلقاوها 160 égal 660 ما يصير قبل قبلها سي دونك كيفاش لقيتها 660 3 fois quoi 3 fois besoin net تاع سي تاع 235 جوست لا ما تجيش كيما قلت دونك فما quelque chose qui ne va pas هي صحيحه 3 fois سي دونك هنا البيزوان بروت دو اف égal 3 علاش 3 ذي يعطوني ماهيش 3 pour produire un C تبعوني pour produire un C j'ai besoin de un F un G 2 H donc pour produire un C j'ai besoin de un F donc le besoin en F est égal au besoin en C فهمتوا اي واضح مش fois 3 العكس 3 هذيك نخدموا بها pour calculer le besoin نتاع C كهو d'accord باهي قداش عندي ستوك هاي pour F 20 20 عندناش ستوك افكتي نو قداش عندي من كوموند en cours de fabrication 0 20 en cours de fabrication en cours et 0 pour ça donc égal 230 moins 20 moins 20 normalement moins 0 pour être rigoureux égal à 195 d'accord عطيوني الH 2 fois 235 très bien 235 هاي stock 50 بقي 0 voilà donc besoin net égal à ça 470 moins 50 très bien d'accord هاي نكملوها جي قاعدة كان هي تسخف هكا égal j'ai 235 ça B hein? stock disponible 30 30 KO moins 10 très bien très bien تحت 0 0 et madame en cours de commande 200 هذيك صحيت voilà d'accord هذايا c'est un calcul de besoin net اش معناتها en fait معناها pour produire son A j'ai besoin de madame besoin net مش pas G اي G 15 G 15 moins 200 صحيت mais alors اش معناتها شنو هما les ordres que je dois lancer هما le troisième niveau أنا باش نبدا نخدم ال A je dois lancer 615D 130E 195 ان شاء الله ما غلطنيش في الكالكول 195F 15G et 420H vous voyez donc هنا عندكم les calculs sur que nous avons fait تلقاوهم لهنا par niveau pour le niveau 0 ce que nous étions en train de faire sur Excel. Le niveau 1, à partir de besoin net de A, on va calculer le brut et continuer les calculs. Kif kif, à partir des nets de B et C liés à le niveau 1, on va passer au niveau 2 et on a normalement trouvé la même chose. 420, 195, 130, 615, voilà. D'accord? Et on va voir un tableau qu'on a calculé sur Excel. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. نكمل le deuxième exemple ولا يز؟ كمل. نكمل وين الحبن؟
Deuxième exemple. C'est la continuité pour gagner du temps. Hein? Et deuxième exemple de calcul de besoin net. Et le même principe, sauf que un seul article. On va considérer 3 articles qui utilisent une pièce qu'on va appeler 1. Pièce 1. Vous voyez la différence? L'exemple on a un seul article A et on a calculé les besoins nets de cet article A. Ici, on dit 3 articles, on dit, en fait, 2 articles en stock. L'article X, l'article Y et un magasin de rechange. L'objectif, c'est de calculer les besoins nets de la pièce 1. وين موجودة البيس 1 هذه؟ موجودة في الإكس، موجودة في stock, موجودة في الY. D'accord? Mon objectif, c'est de calculer les besoins nets sur toutes les périodes. Besoin net, maintenant, quand est-ce que je dois lancer une production? L'idée est claire? Oui, madame. Ben, je nomme les données liées. Pour produire X, j'ai besoin de la pièce 1 et d'une autre pièce 2. Pour obtenir cette pièce 1, j'ai besoin de 4 temps. On suppose que le temps, c'est la semaine. Pour obtenir cette pièce 1 pour produire X, et pour délai d'obtention de la pièce 1 pour l'article X, c'est égal à 4 cycles. Pour l'article Y, pour 4 périodes, pardon, le cycle il est égal à 4 périodes. Pour l'article Y, le cycle il est égal à 6, il est plus long. Allez, on n'a pas de cycle. Qui peut répondre? Allez, je m'en dis cycle c'est un magasin de rechange. Dans l'entreprise. D'accord? Donc, il y a un délai égal à 0. J'obtiens la pièce 1 en temps réel. D'accord? Et j'ai des besoins par période. Pour produire X, j'ai besoin de 25 pièces pour la période 6, 30 pièces pour la période 8 et 15 pièces pour la période 11. J'aurai besoin de rechange en nombre de 15 pièces pour la première période et 15 pièces dima pour la période 2. Pour produire Y, j'aurai besoin de 40 pièces pour la période 9, 15 pièces pour la période 11 et 30 pièces pour la période 13. Qu'est-ce que j'ai aussi comme données? J'ai les quantités stockées. La quantité stockée de la pièce 1 qui est égale à 95 et j'ai un stock réservé égal à 20. Donc, le stock réel, il est égal à? La somme, madame. Plutôt la différence. On a une quantité totale 75 ou un stock qui a été réservé, même si 75 qui est égal à 20. Donc, on dit réellement un stock disponible égal à 75 pièces. On dit un stock de sécurité égal à 10. C'est-à-dire quoi, stock de sécurité égal à 10? Je dois avoir au moins 10 pièces en stock. Si je n'ai aucune commande, je dois avoir quand même 10 pièces en stock. Et le délai d'obtention de la pièce 1 auprès de fournisseurs, maintenant un match pour réaliser X ou Y, pour acheter cette pièce 1, pour approvisionner cette pièce 1, j'ai besoin de 3 temps. Et l'approvisionnement se fait par lot de 100. 10 pièces, je serai obligé d'approvisionner un lot de 100 et stocker les 90. D'accord? Est-ce que les données sont claires? لا مدام السيكل نتاع 3 مدام. 3 هذايا ال 4 وال 6 هما le cycle les temps nécessaires pour la production. Très bien. Le 3 هنا c'est le temps d'obtention, c'est كيما نقولوا le délai اللي عطيه لي fournisseur. انا ذاك الليد تايم. ماهوش lead time. Non, c'est pas le lead time. هذايا c'est le délai اللي عطيه لي fournisseur. هذايا c'est le délai اللي عطيه لي fournisseur. قال لي إذا كان tu commandes une pièce في semaine 7 تجيك في semaine 7 plus 3. فهمت؟ معناها c'est le temps nécessaire pour l'approvisionnement en pièce 1. D'accord؟ معناها كان حاجتي بها في semaine 10 يلزمني لانتي demande. إذا كان j'ai besoin de la pièce
à la semaine 10, je dois lancer la commande à la semaine 10-3. D'accord? Est-ce que c'est clair? وي مدام بالله مش الليد تايم هو الوقت ما بين الابروفيزيونمون واللي توصل يعني الدوموند الكليون. Oui, mais ce n'est pas notre objectif en fait. Le lead time, il y a par exemple plusieurs étapes où tu as la somme des temps de cycle. Tu as tout le temps nécessaire pour approvisionner le client. Mais ce n'est pas notre objectif. واضح مدام. Ce qui m'intéresse, إذا كان تاخذ le processus الكل هو le processus d'approvisionnement. وقت يولي lead time, ok. فهمت؟ إذا كان tu considères uniquement l'approvisionnement. D'accord? Merci. B. Alors, on va calculer nos besoins. Je m'en ai à calculer nos besoins nets, c'est-à-dire déterminer à quelle période, puisque on s'intéresse uniquement à l'article pièce 1, je dois l'objectif MTI, vous voyez le curseur ici? L'objectif MTI, c'est de déterminer les planifications que je dois faire pour lancer un approvisionnement de la pièce 1. C'est l'objectif MTI. Pour arriver à ça, je dois bien sûr exploiter toutes ces données et calculer. Commencer par calculer un besoin brut. Les réceptions attendues, c'est une donnée. Est-ce que j'ai lancé une commande, je te signifie période, mais les périodes هذوما. On va voir à quoi ça sert. On dit un stock qui commence avec, comme nous avons dit, avec 75 pièces. Je vais ensuite calculer les besoins nets pour chaque période, les ordres planifiés et les ordres lancés. Vous allez voir la différence entre planifié et lancé. D'accord? On commence par quoi? Par calculer les besoins bruts. نبداو بالpremier article X. وقتاش عندي un besoin de la pièce 1? 25 pièces pour la période 2. علاش 2 ترى؟ علاش pour la période 2 هي لهنا 6؟ مادام هو السيكل 4 معناها 4 بيريود في الان واحنا عندنا 6 معناها في الدو. Voilà, donc حاجتي بها في 6, je dois lancer vos micros s'il vous plaît. Donc, on dit un besoin à la semaine 6. Pour garantir que ce besoin sera disponible à la semaine 6, je dois lancer l'approvisionnement à la semaine 2. C'est quoi ça? Bah, qu'est-ce qu'on a là, les détails? Pour la semaine 8, j'ai un besoin pour 8 moins 4. 30 pour la 4e semaine. 11 moins 4, 15 pour la 7e semaine. On passe pour les rechanges. Donc, on a le rechange ou à temps réel. Hasibi a fait la période 1, Hatta a fait la période 1. Et les besoins sont cumulables, bien évidemment. Que semaine 2, on dit 25 plus 15. Semaine 3, on dit besoin. Bon, je trouve ça, on a l'article Y. On dit un besoin de 40 pièces pour la semaine 9. Donc, je dois lancer la production dans la semaine 9 moins 3. 9 moins 6, pardon. J'ai besoin de l'article 9, de l'article 1 à la semaine 9. Donc, je dois lancer. Je dois lancer l'approvisionnement de l'article 1 à la période 9 moins 6. Donc, la période 3. Puis, je connais pas les batchs. 11 moins 6 fait 5. 15 fait 11 moins 6 et 13 moins 6. Donc, on dit 15 plus 30 égale à 45. D'accord? On suppose que nous allons recevoir une commande d'un lot 100 pièces à la semaine 3. Et on va revenir à ça la séance G, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire réception attendue? Je peux vous expliquer, d'accord? Et en fait, rapidement, puisque vous êtes là, on garantit une commande à la semaine 3, c'est-à-dire j'ai lancé la commande Wartej à la semaine 0, en fait. C'est-à-dire quoi, la semaine 0? C'est une période qui est bien avant mon étude. Donc, je n'ai pas de visibilité sur le lancement de la commande. Donc, je suppose que je vais recevoir sans pour autant lancer, mais réellement, j'ai lancé à la période année. J'ai lancé fait 0, j'ai fait 3. Mais pour nous, on va recevoir un lot de 100 à la semaine 3 où vous allez comprendre que c'est nécessaire pour les calculs. D'accord? Stock prévisionnel. باش نبداو.
نبداو 95 moins 20 75 articles. Pour la première semaine قداش عندي stock قداش يقعد لي plutôt stock pour la première semaine hein? Pour la première semaine قداش يقعد stock كيفاش نحسبوه stock disponible plus production هنا ما عنديش production moins consommation donc 75 plus 0 moins 15 égale à 60. Pour la période 2, c'est 60 moins 40. Pour la période 3, c'est stock disponible 20 plus 20 moins 40 plus 100 moins 40. moins 40. C'est bien. C'est égal à 80. Bah, 80 moins 30. Bah, 50 moins 15. 35 moins 0. Bah, 35 moins 40. Qu'est-ce que ça veut dire 35 moins 40 égale à moins 10? C'est-à-dire que je suis en situation de quoi? De rupture de stock. C'est une simulation, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, pourquoi je fais le calcul de besoin net? Pour justement ne pas tomber dans une situation de rupture de stock, entre autres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher la solution qui va me permettre d'éviter cette rupture de stock. Un stock égal à moins 10, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir un stock de moins 10? Je ne parle en fait un stock de moins 10. C'est-à-dire, j'ai besoin de 10 pièces de plus pour ne pas être en rupture de stock. Mais réellement, est-ce que j'ai besoin de 10 uniquement? Voilà, 10 plus 10. Enfin, stock sécurité. Sécurité. Donc, réellement, j'ai un besoin de 20 pièces, un besoin net de 20 pièces. Et 10 pièces pour compenser la rupture de stock, pour satisfaire les clients, les X, Y et le rechange. Et j'ai besoin aussi d'une quantité qu'on a considérée comme une commande fixe qui est égale à 10 articles. Donc, j'ai un besoin net de 20 articles. Est-ce que je peux acheter 20 articles? Non, mais commandez qu'un Non, 100. je ne peux commander que 100. Donc, je vais planifier l'approvisionnement d'un lot. C'est-à-dire quoi? Je dois recevoir un lot à la 7e semaine. Quand est-ce que je vais lancer ce lot-là? Dans la semaine 7 moins combien? 7 moins 3. Moins 3. Très bien. C'est la semaine 4. Et si je fais ça, je vais dire, j'ai une réception ici. Donc, le disponible, 135, 35. Et le stock disponible sera 135 moins 45 égale à 90. D'accord? C'est la logique de calcul de l'MRP. فيها presque كل شيء. فيها les réceptions attendues, c'est-à-dire on a des commandes déjà lancées. فيها les ruptures de stock, فيها stock de sécurité, quand est-ce que je vais lancer, comment on va simuler en cas de rupture de stock, كيفاش on calcule les stocks si on a un stock de sécurité ou un stock réservé, comment calculer le besoin net. شنو معناها ordre, شنو الفرق بين ordre planifié ou ordre lancé. D'accord? C'est la logique. Les deux exercices, c'est la logique de calcul de l'MRP. D'accord? Ce que nous allons faire pour la prochaine séance, la dernière séance, on va exploiter les informations que nous avons saisies. J'espère bien que vous avez bien compris ce que nous avons discuté pendant la semaine dernière ou cette semaine-là. Et nous allons élaborer ces 3 plans. Le plan global, le PDP, voilà, PIC, ZEDA, le PDP, plan directeur de la production, et le calcul MRP ou le calcul de besoin net. Remarquez ici, juste 2 minutes et je termine. Le plan global ou le plan industriel et commercial, on dit production, vente, stock. Sur les périodes, dans l'exemple, septembre, octobre, novembre, décembre. Bien sûr, on calcule le stock, c'est production moins vente plus stock initial, les mêmes calculs que nous avons utilisés. C'est le PIC, voilà le plan global de production. Je vais détailler ce plan-là en PDP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré le mois d'octobre ici
Et j'ai divisé ce mois d'octobre en 4 périodes lignes les semaines. D'accord? Le mois d'octobre, fit 3 produits. Donc, هنا كنت نجم نخدم ou bien en famille ou en unité équivalente. Je sais pas. هنا قال لي famille تنجم تكون الفامille c'est une unité équivalente. كي نتعدى لل PDP نرجع cette famille là en produit. Donc 720 هذوما 720 produits ما عادش 720 en fait. ولاو 100 produit 3, 200 produit 2 et 420 produit 1. Donc c'est plus de détails. Et 720, elle est produite sur 4 semaines. Égal, ça peut ne pas être égal comme le mois de novembre ici. D'accord? Donc, on dit d'autres détails. Pour le calcul de besoin net, c'est les commandes, quand j'ai des besoins planifiés, est-ce que je vais lancer ou pas, est-ce que je suis en situation de rupture de stock, et c'est un niveau de détail plus fin. C'est un niveau plus fin de détail. Et là, on dit, par exemple, 4 semaines, هوني ناخذ كل semaine et je vais la détailler. Donc ناخذ هذايا la première semaine مش عندي 180 produits كهو نشوف قداش منهم clients قداش عندي stock وقداش je vais lancer de production et ainsi de suite pour toutes les semaines qui restent. Et lorsque j'arrive à la fin, je vais trouver des ordres d'approvisionnement et des ordres de fabrication. Les ordres d'approvisionnement, oui, service achat, et les ordres de quoi? Production. Merci. De fabrication ou de production, l'ordonnancement. D'accord? Donc voilà ce que j'ai à vous présenter pour cette séance. Semaine juste après les vacances sera la 3e partie de la prévision où il y a, qui m'a comme sera un calcul. Un exemple, on a les principes de calcul mais on va considérer un cas pour le calcul du plan global, pour le plan industriel et commercial. On va le détailler en PDP, puis un calcul de besoin net. D'accord? D'accord. Tous les calculs doivent être faits à la main. فكروا ديما يلزمكم تخدموا le calcul à la main. Et إذا عندكم حاجة كيف vous n'avez pas compris ترجعوا يا إما نبعث لكم le cours des 2 séances 5 حتى 5 ما نبعثوش نسيتو نبعثو tout de suite voilà un peu plus tard sous peu ونبعث لكم le cours de cette séance ou dès la réception de l'enregistrement je vais vous envoyer l'enregistrement aussi. Si vous avez des questions vous pouvez les poser ou bien sur Classroom ou là vous m'envoyez un mail.